Bonjour à tous et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je vais d'abord vous demander, s'il vous plaît, d'éteindre vos micros et vos caméras. Et si vous souhaitez poser des questions, merci d'utiliser le chat. Donc, je me présente, je suis Danielle de Sterck et je coordonne le projet Argonautica du CNES. Et avec moi aujourd'hui, Nathalie Briand et mes collègues Christian Planès et Damien de Sèze qui vont nous aider pour la partie technique. Alors, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir deux scientifiques, Venka Rosmerduc de CLS, qui est une filiale du CNES, et Christophe Guinet du CNRS. Et nous avons également le plaisir d'accueillir quatre héros du Vendée Globe 2020-2021, Clarisse Kremer, Alexia Barrier, Sam Davis et Arnaud Boissière. Pour cette seconde visioconférence Argonautica et le Vendée Globe, nous allons prendre comme fil conducteur le courant le plus long, le plus puissant et le plus rapide du monde, qui est tellement éloigné des terres habitées qu'il ne fait pas bon y chavirer quand on est un marin du Vendée Globe, mais qui sert de milieu de vie à des animaux comme les éléphants de mer, dont on parlera tout à l'heure, et on verra qu'ils permettent de compléter les mesures faites par des satellites. Donc j'ai nommé le courant circumpolaire. Donc pour commencer, Venka Rosmerduc de CLS va nous parler de ce courant et de la manière dont il est observé par les satellites. Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur Argonautica et le Vendée Globe. Je m'appelle Venka Rosmerduc, je travaille à CLS, qui est une compagnie qui s'occupe de localisation des balises Argos, s'occupe des localisations des balises Argos et aussi qui observe les océans et la Terre en général par les satellites. Donc là, je vais vous parler d'un courant marin que les skippers ont parcouru forcément durant leur tour du monde. Là, on va vous parler de l'océan austral. Donc, je ne sais pas si vous connaissez bien les cartes du monde. Donc, le point rouge, c'est la France à peu près. Et j'ai noté les différents continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et le Vendée Globe. En fait, ils sont partis d'Europe, ils sont descendus, ils ont fait l'océan austral, ils ont fait un tour et ils sont remontés. Donc, l'océan austral, c'est l'océan qui est tout au sud du sud des continents Amérique du Sud et Afrique, et c'est aussi et au nord du continent qu'on appelle l'Antarctique. Et dans cet océan austral, on a un courant qui fait le tour du pôle. Alors là, je suis toujours sur une carte, mais je regarde le pôle sud par en dessus. Donc, le courant circumpolaire antarctique, il fait le tour, c'est ce que veut dire le mot circum, et du pôle, puisque c'est le circumpolaire. Et là, on est sur le circumpolaire antarctique, c'est-à-dire qu'on est au pôle sud, qui est au milieu du continent antarctique. Donc, quelques chiffres sur ce courant. C'est en débit, c'est-à-dire la quantité d'eau qui passe à un endroit par seconde, et plus de 600 fois celui du plus grand fleuve existant sur Terre, qui est l'Amazone, qui est en Amérique du Sud. Alors, quelque chose qui vous parle plus, c'est en baignoire. Donc, par un an. Donc, j'en étais à une vitesse de 1 à presque 10 km/h, ce qui ne paraît pas très rapide par rapport à une voiture. Une voiture, ça peut aller jusqu'à 100, 150 km, enfin 130 km/h sur autoroute, officiellement. Donc, mais c'est très rapide pour un courant marin. La largeur fait de 200 à 1000 km. 1000 km, c'est à peu près la taille de la France, pour donner une idée. C'est un courant qui est froid, qui va de 2 degrés près de l'Antarctique à 14 degrés l'été plus au nord. Là, c'est le nord qui est chaud. Hein. Et c'est le seul courant qui fait le tour de la Terre et qui relie tous les océans, sauf
un océan qui est l'océan Arctique, qui est, lui, tout au pôle Nord, où il n'y a pas, par contre, de continent. Donc, c'est un courant aussi où on observe de très fortes vagues. Alors là, c'est une carte qui est les vagues les plus hautes mesurées par des satellites. Et on voit que dans ce courant circumpolaire antarctique, donc dans l'océan austral, on a des hauteurs de vagues qui vont jusqu'à 18 mètres. Et ce n'est pas juste une vague, hein, c'est plusieurs vagues à la fois qui sont observées, ça va jusqu'à 18 mètres. Bon. Si vous habitez en Bretagne, vous aurez aussi des choses de ce style-là, puisque dans l'Atlantique Nord, vous avez aussi des vagues qui font dans les 18 mètres. Alors, 18 mètres, c'est un immeuble de 6 étages, quoi, quand même. Hein. Donc, vous imaginez une vague qui fait la hauteur d'un immeuble de 6 étages au-dessus de vos têtes. Donc, ça, je ne sais pas si les skippers qui sont ici ont observé ce genre de choses, mais avec les satellites, on les observe et ça permet effectivement d'avoir moins de problèmes que si on est juste au creux de la vague, puisque les satellites, ils peuvent voir dans cet environnement qui est quand même assez hostile à tout moment, et sans avoir les inconvénients, mais sans avoir non plus la beauté de la mer en direct. Donc les conséquences, c'est aussi que ce courant, en fait, comme il tourne tout autour du continent antarctique, il va isoler ce continent et aider à le garder froid, en fait, puisque c'est un courant qui est froid, qui tourne autour d'un continent qui lui-même est glacé, qui reçoit peu de soleil, donc ça aide à le garder froid, même si ce n'est pas suffisant pour contrebalancer forcément les effets du réchauffement climatique. Cet isolement fait aussi qu'il y a des animaux et des végétaux qui sont uniques et qui sont variés dans cet environnement très particulier. Et c'est aussi une zone où il y a très très peu d'humains. Christophe vous parlera de ses voyages dans cette zone-là en fin de séance avec les éléphants de mer, mais il y a très peu de gens qui vont là-bas parce que c'est très compliqué d'y aller et la météo est souvent assez capricieuse, mais notamment lors du Vendée Globe, il n'y a pas le choix pour faire le tour du monde en bateau sans passer par les canaux et d'autres endroits, on est forcé de passer par le courant circumpolaire antarctique. Et c'est une zone qui est aujourd'hui protégée de toute exploitation. Il y a des réserves naturelles et on n'est pas censé y chercher du pétrole ou des choses comme ça. C'est vraiment une zone protégée. Alors, c'est une zone aussi, toujours le même endroit, où il y a, lors des différents Vendée Globe, un certain nombre de balises ont été larguées par les différents skippers qui nous ont aidés dans Argonautica. Donc, cette année, c'était les rouges. Donc, vous voyez là, les 5 balises qui ont été larguées. Mais les autres années, si vous voulez aller voir, vous en avez d'autres qui ont été larguées aux mêmes endroits. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à cette conférence. C'est super intéressant. Écoutez, moi, en termes de vagues, je pense que le maximum que j'ai eu, ça devait être 8 mètres. Mais c'était déjà suffisant à mon goût, avec des jolies vagues déferlantes dans l'océan austral. Et en effet, ce sont des contrées très, très, très froides. J'ai même eu de la neige sur le bateau et de la grêle. Donc, c'était assez impressionnant. C'est vraiment différent de ce qu'on connaît, notamment dans l'hémisphère nord, en tout cas à des latitudes, on va dire, humaines. Il faut savoir que dans cet océan austral, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains aux alentours. Il y a surtout des oiseaux, comme les albatros, par exemple. Donc, avec TSE, Format et Planète, on a réussi à évoluer dans cette mer assez hostile sans rien casser. Et il y avait Sam qui est là sur cette conférence qui n'était pas très loin de moi.
Et c'était assez chouette de pouvoir échanger avec elle dans cette navigation au sud de la planète bleue. Merci Alexia pour ce petit témoignage. On reviendra sans doute avec quelques questions un peu après. Normalement, il devait y avoir ensuite Clarisse qui était la seconde à avoir mis une balise à l'eau qui intervienne. Je ne sais pas si Clarisse… Oui, je suis là. Oui, bonjour Clarisse. Vous m'entendez? Donc, un petit témoignage sur ce parcours dans le circumpolaire spécifiquement. Ok, c'est bon, bien reçu. Alors, ma balise, moi, j'ai largué au niveau de l'équateur. Donc, il me semble pas tout à fait au niveau des courants circumpolaires, mais c'est sûr que sur nos gros bateaux, le courant, même si c'est pas un élément aussi important que le vent, le courant, on l'étudie en permanence. On télécharge des fichiers, on regarde aussi la température de l'eau, parce que les courants, ça peut influencer notre stratégie de course, ça peut influencer aussi l'état de la mer, qui peut choisir de passer à un autre endroit. Et quand on fait le tour de l'Antarctique, les courants, ils influencent aussi la trajectoire des… Il y a d'autres personnes qui parlent en même temps. Les courants, ils influencent aussi la trajectoire des petits morceaux d'iceberg quand on fait le tour de l'Antarctique, et du coup, on surveille ça pour être sûr de ne pas passer dans une zone compliquée. Et pour bien se rendre compte du courant quand on est à un endroit donné, on compare notre vitesse fond avec notre vitesse surface, en fait. Donc, la vitesse qu'on a par rapport au sol avec un GPS, avec la vitesse qu'on a par rapport à l'eau, donc avec un speedomètre qui permet d'avoir la vitesse sur la surface de l'eau. Donc, je parlais de nous, comment concrètement sur nos bateaux, on arrivait on surveillait le courant et ça nous permettait d'adapter nos trajectoires. Et il y a aussi quelque chose qui est un peu moins rigolo, qui nous permet de bien se rendre compte des courants quand on est sur l'eau, c'est que moi, j'ai croisé, par exemple, un énorme bidon de pétrole, enfin, un énorme ancien baril de pétrole au milieu de l'océan Indien, et il est très probable que ce soit les courants qui l'aient emmené jusqu'ici. Et ça, c'est un élément qui, mine de rien, permet de se rendre compte que les objets peuvent faire le tour de l'Antarctique, potentiellement, les objets flottants. Alors la balise, là, je n'avais pas noté, je n'ai pas donné sa trajectoire. En fait, effectivement, elle a été larguée juste à l'équateur quasiment. Ensuite, elle a rejoint l'Amérique du Sud. Elle a continué le long de l'Amérique du Sud en suivant le courant du Brésil et elle s'est échouée à l'embouchure de l'Orénoque. Voilà, donc un beau parcours pour cette balise qu'on a pu suivre avec beaucoup d'intérêt. On ne nous entendait pas. Bon, Arnaud, donc toi, tu boucles ton quatrième Vendée Globe d'affilée. Arnaud, tu viens de boucler ton quatrième Vendée Globe, donc raconte-nous. Et il y a beaucoup de sargasses, beaucoup d'algues, et on s'aperçoit qu'effectivement qu'il y a des courants marins importants parce que ça arrive sur nos bateaux, bien qu'on soit au large. Et c'est handicapant pour nous, ça nous fait ralentir. Et du coup, il y a 4 ans, moi, ça m'avait surpris parce que le bateau allait assez vite et j'ai l'impression de m'être échoué sur un banc de sable. En fait, c'est que les algues qui dérivaient au large et qui venaient justement par gros bancs d'algues qui venaient proche du bateau. Et du coup, c'est là où c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y a des courants, même au large. J'étais surpris après le Cap Horn de trouver beaucoup de saloperies, beaucoup de poches plastiques, beaucoup de morceaux de filet justement dérivants. Et de là, ça permet d'essayer de voir d'où ça vient, tous ces poches plastiques. Et on est au large, on ne croise pas grand-chose. Et au final, on s'aperçoit qu'on a beau être tout seul au large, on voit plein de saloperies, et du coup c'est assez étonnant, c'est assez surprenant. C'est pour dire que la Terre au final elle n'est pas si grande que ça. Merci Arnaud. Donc on va passer la parole à Sam, qui elle a pris le 3e départ de Vendée Globe cette année. Bonjour. À toi Sam. Bonjour. Je vous montre un petit peu, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça mon bateau. C'est le bateau Initiative Cœur, avec plein de cœurs dessus. Merci pour l'opportunité de participer à ce projet éducatif et merci à tous les enfants d'avoir suivi ça et pour tous les messages, je vois qui déroulent sur le chat. Oui, effectivement, j'ai eu peur parce que j'ai failli abandonner le Vendée Globe. Ouais, j'ai abandonné le Vendée Globe à Cape Town, dans l'Afrique du Sud, juste ici, parce que j'ai heurté quelque chose
qui dérivaient dans les courants. Dans une zone où il y a le courant chaud qui descend du est d'Afrique et le courant froid de ce qu'on parle là qui se mélange. Et là, il y a beaucoup de choses dans l'eau. Et malheureusement, pour moi, c'est à cause de ça que j'ai dû abandonner. J'ai pu repartir avec ma valise. Et je crois que j'ai largué ici quelque part entre l'Afrique et l'Australie, si je me souviens bien. Non, au-dessus entre Crozet et Kerguelen. Oui, du coup, oui. Juste, oui, ici, quelque part. Là, oui. Pardon, j'ai du mal à regarder et pointer sur la carte. Et c'est chouette parce que j'ai pas reçu les infos. J'ai pas reçu les infos depuis la Belize, donc je suis contente qu'elle fonctionne. Et j'ai hâte d'aller voir sa trajectoire. Et je pense qu'on voit bien aussi que ma balise va montrer que les courants vont dans le même sens que nous quand on fait le Vendée Globe. Donc c'est grâce à ces courants qu'on fait le tour du monde. Donc c'est un peu pour ça qu'on fait le tour du monde dans ce sens-là. C'est parce qu'on veut se faire aider par la nature, ce qui est le vent et les courants, pour nous faire avancer plus vite. Alors, il y a une course qui fait le tour dans le sens inverse, non? Il y a une course qui fait le tour dans l'autre sens. J'ai une copine qui l'a fait. Donc, c'est encore plus dur, je pense. Mais moi, j'aime bien d'aller vite. Donc, je vais rester sur les courses comme le Vendée Globe où on peut aller super vite. Et oui, voilà, j'adore ce projet. J'adore d'apprendre les choses avec les courses qu'on fait. C'est pas que du sport, c'est aussi super intéressant. Donc, j'ai largué cette balise. Et puis, l'autre chose que j'ai fait, c'est j'ai récolté des petits échantillons. J'ai essayé de concentrer beaucoup de plancton dans une petite échantillon pour découvrir, en plus des courants, on découvrait aussi des planctons. Donc, c'était les deux projets que j'ai participé avec l'éducation. Donc voilà, je suis désolée, j'ai un autre réunion, donc si jamais je suis plus là pour les questions, je suis désolée. Mais s'il y en a, je vais essayer de vous vite au chat. On va tout de suite poser des questions. Damien va me poser des questions. Alors, certains aimeraient savoir si vous êtes prêt à y retourner. Est-ce que vous avez envie de refaire un Vendée Globe? Oui. 2024? Du coup, oui, ça fait le 3e Vendée Globe que je fais. C'est le 5e fois que je parte à faire une course autour du monde. Donc, j'ai fait aussi les courses en équipage. Et cette fois-là, je pense que c'était le plus dur parce que j'ai dû abandonner. Je pense que ce serait dommage de là sur un abandon et j'aimerais bien de refaire pour essayer de faire un résultat la prochaine fois. Alors, Arnaud, toi aussi, tu as des projets qui ont démarré pour dans 4 ans? On a vu ça dans la presse. Oui, la bateau est actuellement et le projet de faire Jacques Vabre, soit avec mon bateau là, soit mon. Les gens des bateaux là, c'est sympa. Donc, surtout le bateau performant. Il est axé sur la performance avec un bateau performant. Donc là, on est en train de discuter avec les sponsors et tout ça. Donc c'est long, mais en tout cas, j'ai envie d'y retourner parce que c'est super encourageant. On part tout seul, mais on amène beaucoup de monde avec nous. Des jeunes, des moins jeunes, des partenaires, un club de supporters. Et c'est chouette, malgré l'arrivée qui était un peu frustrant, malgré le Covid. Il y avait quand même pas mal de gens qui sont venus nous apporter leurs témoignages. Et là, au quotidien, encore ce matin, là, on doit répondre à des jeunes dans les écoles, à plein de gens qui nous soutiennent. Donc, ça donne envie d'y retourner aussi pour cette raison-là. Merci Arnaud. Et Alexia, Clarisse, quels sont vos projets? Vous n'allez pas en rester là, je suppose, avec un seul Vendée Globe? Oui, je ne sais pas si Alexia… Bon, je vais répondre. Non, l'idée, effectivement, c'est vrai que c'est une grande chance de pouvoir de vivre de sa passion, faire de la course au large comme métier, c'est vraiment top. Moi, je ne pensais pas autant vivre de moments de joie pendant le Vendée Globe. Ça a été une vraie découverte pour moi. Et donc forcément, quand on a eu la chance de vivre une belle aventure comme ça et de découvrir un nouvel univers, on a presque l'impression de découvrir une nouvelle planète quand on vit un Vendée Globe. Et ça donne envie de
vivre ça à nouveau. Et donc là, je suis en pleine réflexion et en pleine discussion aussi avec mon sponsor, parce qu'on sait que ce sont des projets qui demandent beaucoup de moyens et beaucoup d'organisation autour de nous, une grosse équipe. Et donc voilà, tout ça est en cours. Et puis aussi peut-être de réussir à faire... et donc de réussir à faire ça, peut-être aussi en portant des projets environnementaux. Alexia? Allô? Oui, moi aussi, évidemment, j'ai qu'une envie, c'est de repartir sur le prochain Vendée Globe. Là, je suis en route pour les Sables d'Olonne. Je vais déjà ramener mon bateau en Méditerranée, là où je suis basée. C'est pas moi qui vais faire le convoyage, mais en tout cas, je vais aller larguer les amarres de mon bateau, le pingouin, et commencer à chercher un nouveau bateau pour la suite des aventures, parce que mon bateau, c'était le plus vieux bateau de la flotte. Il a 22 ans, il a fait 7 tours du monde et c'était son dernier tour du monde. Donc, il était temps pour lui de partir à la retraite, mais pas encore pour moi. Donc, voilà, vivement le prochain Vendée Globe en 2024. Et j'espère qu'on pourra de nouveau contribuer au programme Argonautica. Est-ce que Sam est toujours là? Oui, c'est toujours là. Alors, on a une question pour toi. Est-ce que tu as identifié quel déchet t'avait percuté ou est-ce que tu as une idée? Non, je n'ai pas identifié parce que j'allais très très vite et c'était tombé de la nuit. Donc j'ai tapé très très fort et j'étais blessée à l'intérieur de mon bateau. Donc le temps que je mette le bateau en sécurité et j'ai vérifié les dégâts, je n'ai pas du tout vu ce que j'ai heurté. Mais c'était quelque chose de très gros et très lourd. Mais non, j'ai pas d'infos. Tu n'as pas une idée de ce que ça peut être? Non. Alors, dans le même thème, pour tous les skippers, on avait une question sur justement quel regard vous portez sur les changements, sur la pollution des océans. Pardon. Vas-y. Oui, pendant que je suis là, je profite avant que je coupe le micro. Sur la pollution, moi, je navigue depuis que je suis très, très jeune. Donc, pour moi, il y a plusieurs types de pollution. Il y a la pollution qu'on voit flotter dans l'eau. Et moi, j'ai des très mauvais souvenirs d'avoir beaucoup de pollution, les choses qui flottent, même des animaux, des choses jetées par les cargos qui nettoient les réservoirs de gasoil dans l'eau. Et maintenant, il y a beaucoup moins de ça parce qu'il y a plus de contrôle. Donc, pour moi, il y a cette pollution visuelle qu'on voit. J'ai l'impression que dans les eaux autour de la France, en tout cas, et autour des pays développés, c'est plutôt positif. Après, j'ai aussi navigué dans les endroits autour des pays un peu plus pauvres où il y a peut-être moins de communication et moins de surveillance. Il y a encore beaucoup de pollution, des choses qui flottent dans l'eau, comme autour de la Malaisie, plutôt dans l'océan Indien, autour de la Terre. Après, je pense que la pollution qui est le plus dangereuse, c'est la pollution qu'on ne voit pas. Donc ça, je pense qu'Alexia, elle a plus d'infos parce que je sais qu'elle fait beaucoup des études, elle récolte, elle étudie ça depuis des années. Donc je pense qu'elle va pouvoir prendre le relais pour la suite de ces questions. Yes, merci Sam. Ouais, en fait, c'est vrai que depuis 10 ans, avec Format et Planète, j'équipe mes bateaux de capteurs pour prendre des données sur l'océan et notamment de température et salinité. Et j'échange beaucoup avec les scientifiques. Alors, c'est un peu comme le Covid, en fait, qui nous fait mal aujourd'hui. On ne le voit pas, mais il se diffuse partout et c'est vraiment ce qui nous pourrit la vie au quotidien. Pour l'océan, c'est le microplastique. Donc, c'est des particules de plastique qui font moins de 5 mm qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont en train de détruire dangereusement la vie dans l'océan. Et donc, c'est pour ça qu'avec Format et Planète, on essaye de demander aux jeunes qui nous suivent et aux moins jeunes aussi d'utiliser le moins possible de plastique. Et également, on sait que l'acidification de l'océan, c'est un problème majeur. Donc, c'est pas spécialement ce qui est spectaculaire et ce qu'on voit à l'œil nu comme les macrodéchets. Le plus dangereux, c'est souvent ce qu'on ne voit pas. Donc, il faut rester
voilà, très attentifs. On peut devenir des héros. Vous pouvez tous devenir des héros et des héroïnes pour sauver l'océan si vous utilisez moins de plastique. Est-ce que vous avez pu identifier une certaine distance des côtes à partir de laquelle vous voyez plus du tout de pollution et de déchets? J'ai pas vu. Oui, bien sûr, il y a souvent plus proche des côtes des déchets, mais aussi on peut voir plus de déchets dans les zones où il y a beaucoup des cargos, parce que un peu comme sur les autoroutes, sur la terre, il y a aussi des zones où les cargos ils font la route entre certains pays. Ils sont un peu plus concentrés dans les axes de leur trajectoire. Et souvent, c'est aussi dans ces zones-là où on voit un peu plus des dégâts ou des pollutions visuelles. Et aussi dans des zones de pêche, les zones qui sont assez connues, où il y a plus de pêcheurs qui se rassemblent. Donc, donc souvent, les déchets que moi je vois, c'est des choses qui sont tombées par accident des bateaux de pêche. Donc, soit des morceaux de filet, soit des caisses en plastique. Parce que les pêcheurs, ils travaillent dans des conditions très extrêmes où parfois, sans faire exprès, il y a des choses qui tombent à l'eau depuis le bateau. Mais vous pouvez regarder aussi il y a un site internet ou plusieurs, mais il y a un qui s'appelle marinetraffic.com. Et c'est sur ce site internet, en fait, on voit en direct les positions de tous les cargos, les bateaux de pêche. Donc, vous pouvez zoomer pour voir en fait où il y a beaucoup de bateaux, où il y a beaucoup moins. Donc, par exemple, dans le mer du Sud, donc on a parlé des courants autour de l'Antarctique. Là, il y a très peu de bateaux. Donc, c'est vrai que dans ces zones-là, on voit un peu moins de dégâts et des pollutions visuelles. Est-ce que les autres, vous avez des choses à rajouter? Vous aussi, vous avez observé la même chose durant vos traversées? Oui, c'est ça, c'est qu'étrangement, au moment où on croise des cargos, c'est forcément au moment où on commence à avoir des nappes de pétrole, des caisses plastiques, des bidons d'huile et tout ça. Et dans les mers du Sud, je pense que du fait qu'il y ait moins de fréquentation maritime, on en voit moins de déchets, mais aussi dans les mers du Sud, le vent est plus fort. Et du coup, on est moins le nez dehors à regarder. Et tout de suite après le Cap Horn, quand on remonte l'Atlantique, on est un peu plus le nez dehors. Et du fait des fréquentations maritimes, du fait qu'on croise des cargos, on se dit c'est les cargos les plus gros pollueurs, je pense, ce qui est relativement juste. Mais après, dans les mers du Sud, il y a moins de fréquentation. Donc, on croise rarement des déchets dans les mers du Sud. Et même quand on navigue avec nos bateaux en Manche, quand on va au Havre, au départ de Vabre, on s'aperçoit qu'en Manche, quand on est dans le sillage des cargos, des fois, on a l'impression qu'ils dégazent naturellement ou qu'il y a des vastes nappes de pétrole. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Et que nous, on est juste des observateurs. Nous, quel que soit le marin du Vendée Globe, tous, on ne jette pas nos déchets dans l'eau. Nos poubelles à l'arrivée, elles sont contrôlées d'ailleurs. On vérifie qu'on a bien des poubelles à l'arrivée. Et c'est une chose bien. Quand on va à la plage avec nos enfants, on leur dit ramener des déchets à la maison parce qu'après, ça va dans l'eau et ça peut étouffer des dauphins ou des baleines. Donc, voilà, moi, ce que j'observe. Après, je pense que les gros cargos, c'est très compliqué à contrôler, mais c'est une chose qu'il faut arriver à faire dans un avenir proche. Merci beaucoup. Clarisse, Alexia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, je suis là. Désolée, j'ai eu une mauvaise connexion. Là, j'ai loupé juste la dernière thématique. On voulait connaître vos observations au niveau des pollutions et ce que vous avez pu voir dans les mers. Oui, alors. Manifestement, c'est plus l'activité sur mer que l'activité sur terre qui pollue. C'est plus l'activité sur mer que l'activité sur terre. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, ça venait des terriens. C'était pas les baleines qui rejetaient des déchets. Mais non, j'ai vu des voitures, des frigos, des choses complètement improbables flotter dans l'eau.
comme le disait Sam, aux abords des pays qui sont peut-être les moins développés, les moins sensibilisés sur la pollution, eh bien, là, on voit plus de déchets en approchant de la Terre. Moi, il y a, on va dire, 10-15 ans, quand j'approchais de la Terre, je sentais l'odeur de la Terre et c'était vraiment un chouette moment. Et maintenant, proche de la Terre, le premier truc que je vois, c'est les déchets dans l'eau. Et c'est vraiment moins sympa, moins sexy. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis engagée pour préserver mon terrain de jeu avec Format et Planète. Merci, Alexia. Donc, il nous reste 4-5 minutes. On peut poser encore une question. Alors, on avait une question qui demandait qui était le plus fort. Est-ce que c'est le vent ou est-ce que c'est le courant? Alors, vous allez à nouveau me répéter la question. Je suis désolée. C'était une question. Qu'est-ce qui est le plus fort? Le vent ou les courants? Le courant. Eh bien, quand on navigue proche des côtes, comme en Bretagne par exemple, c'est le facteur courant qui prend souvent le dessus. Quand on est au large, c'est le vent. Quand on est au large, par contre, c'est souvent le vent qui prend le dessus. Mais il faut prendre les deux en compte, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à très vite j'espère. Je vous embrasse. Bye. Bye. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir un chercheur, Christophe Guinet, qui travaille spécifiquement sur ces éléphants de mer, donc des animaux qui vivent dans le circumpolaire. Donc, Christophe, si tu peux du coup nous parler un peu de ces animaux qui affectionnent ces environnements hostiles pour l'homme. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler un petit peu du travail qu'on fait sur les éléphants de mer et notamment vous montrer comment ces animaux nous aident à mieux observer l'océan austral. Donc, les éléphants de mer, c'est des gros phoques et ces phoques, ils ont la particularité de vivre dans l'océan austral. Et moi, je vais les étudier dans les îles françaises de Crozet et plus particulièrement de Kerguelen. Vous le voyez sur la carte. Et à Kerguelen, donc c'est une île qui est grande comme la Corse. Alors, je ne sais pas qui dessine sur l'écran là, en temps réel. D'accord. Donc, Kerguelen, c'est grand comme la Corse. Donc, on va utiliser un bateau qui s'appelle le Marion Dufresne qui nous amène sur ces îles. Et une fois qu'on est arrivé sur ces îles, nous, on va travailler sur des sites qui sont assez isolés. On est en cabane pendant plusieurs semaines. Et ces cabanes, elles hébergent une équipe de 3 à 4 scientifiques qui vont donc étudier ces éléphants de mer. Et là, vous pouvez voir, cette cabane, elle n'a pas été placée au hasard, elle a été placée quasiment au milieu de la colonie d'éléphants de mer. Celui qui a dit que je suis bien. Alors, l'éléphant de mer, c'est un phoque qui est très particulier. Donc, les éléphants de mer, c'est les plus grands des phoques. Alors, quand je dis les plus grands des phoques, il faut savoir qu'un mâle éléphant de mer, comme on voit sur cette photo, adulte, il peut peser jusqu'à 2 tonnes, 2 tonnes 5. Et c'est aussi un phoque qui est caractérisé par une grande différence de taille entre les mâles et les femelles. Les femelles sont 5 à 6 fois plus légères que les mâles. Donc, une femelle va peser entre 300 et 400 kilos. Arrête. Et là, sur cette photo, vous voyez quoi? Vous voyez un mâle éléphant de mer qui arrive à terre, en arrière-plan, et devant un jeune éléphant de mer qui a quelques semaines et qui commence à aller se baigner. Donc, ce petit éléphant de mer, il pèse 100 kilos et derrière, vous avez un mâle éléphant de mer qui pèse à peu près 2 tonnes. Alors, pour ce qui est de la vie de ces phoques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils passent 10 mois par an en mer pour aller chercher leur nourriture. Et ils ne reviennent à terre que pour 2 périodes. Au printemps austral, alors comme on est dans l'hémisphère sud, le printemps austral, c'est au mois d'octobre. Et les femelles reviennent donner naissance à un petit unique. Et à la naissance, ce petit pèse 40 kilos. Elles vont l'allaiter pendant 3 semaines. Et 3 semaines plus tard, elles vont l'abandonner. Et quand elles l'abandonnent, ce petit, en moyenne, il pèse 120 kilos. Et ces phoques qui reviennent une deuxième fois
à terre, c'est pendant l'été austral, donc au mois de janvier, pour muer, c'est-à-dire renouveler l'intégralité de leur pelage. Et tout le reste du temps, ils sont en mer. Et quand ils reviennent à terre pendant la période de reproduction, ben, c'est ce que vous pouvez voir sur cette photographie. Ils vont se regrouper en harems, et certains harems peuvent regrouper pratiquement 1000 femelles. Là, par exemple, sur le harem qu'on voit devant nous, il y avait à peu près 600 femelles et plusieurs mâles qui vont défendre ce groupe de femelles pour se reproduire avec elles. Alors, ces éléphants de mer, quand on va à Kerguelen pour faire plusieurs choses, déjà, c'est pour faire ce qu'on appelle le suivi des populations. C'est pour voir si ces populations, elles augmentent, elles diminuent ou elles sont stables. Alors, pour cela, on va utiliser deux sources d'informations. On va se déplacer à pied sur les plages et on va compter chaque éléphant de mer avec des compteurs à main. Et donc, c'est des milliers et des milliers d'éléphants de mer qu'on compte. Et plus récemment, on va utiliser d'autres informations. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de compter les éléphants de mer depuis l'espace en utilisant des photographies effectuées par satellite. Alors, c'est des images très précises, hein, puisque on voit à peu près des objets qui font 30 cm au sol. Et comme ça, on peut aller compter des plages où on n'a pas la possibilité de se déplacer. Et à partir de ces comptages, on a pu montrer que la population d'éléphants de mer, aujourd'hui à Kerguelen, augmentait doucement, à peu près de 1 à 2% par an. Alors voilà ce harem d'éléphants de mer où vous voyez en premier plan un mâle en train d'essayer de s'accoupler avec une femelle. Et puis vous voyez aussi en premier plan une femelle qui a sur la tête une balise Argos. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir ici, si je la mets ici. Regardez, sur sa tête, elle a une balise. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette balise? Eh bien, je vais vous l'expliquer après. Donc, ces femelles, elles viennent à terre pour donner naissance à leurs petits avec lesquels elles vont rester pendant 3 semaines. Et en 3 semaines, donc le poids va considérablement augmenter, passant de 40 à 120 kg. Et au bout de 3 semaines, juste avant de repartir en mer, elles vont s'accoupler avec un mâle et elles vont être gestantes, c'est-à-dire qu'elles vont attendre un peu leurs petits pendant 1 an avant de revenir 1 an plus tard à nouveau sur la plage pour redonner naissance. Alors, si les mâles éléphants de mer ils sont très gros, c'est en particulier parce qu'ils combattent entre eux pour pouvoir accéder aux femelles. Et parce que c'est que les mâles les plus grands, les plus forts, qui vont finalement pouvoir se reproduire. Et pour ça, ils vont se jauger entre eux. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en premier plan? On voit 2 mâles en train de s'évaluer. C'est-à-dire que, alors comment ils s'évaluent, ces mâles éléphants de mer? D'abord, en s'écoutant. Ils vont crier. Puis tu as le cri le plus puissant, généralement, et le mâle est le plus grave, c'est le mâle qui est le plus gros. Ensuite, ils vont se jauger par la taille, et s'ils sont de taille à peu près équivalente, ils vont combattre. Et là, vous voyez un combat de mâles éléphants de mer. Donc, c'est des combats qui sont rares, mais quand ils ont lieu, peuvent être très, très violents. Et le mâle qui va gagner le combat et gagner le contrôle du harem va pouvoir se reproduire avec la femelle. Et une fois que la femelle s'est accouplée, elle va laisser son petit tout seul et repartir dans l'océan pour s'alimenter. Et le petit qui est abandonné va rester sur la plage pendant 4 à 5 semaines où il va jeûner, il ne peut plus se nourrir, et pendant lequel il va apprendre à nager, à plonger, alors juste en bord de mer ou dans les rivières, avant de partir lui-même pour la première fois dans l'océan. Alors, il faut savoir que ces éléphants de mer, ils ont été chassés par les hommes pour leur graisse. Et c'est ce qui a failli provoquer la disparition de ces éléphants de mer, qui ont été exploités de façon industrielle aux îles Kerguelen jusqu'à la fin des années 1950.
Et là, ce que vous voyez, c'est des grandes citernes dans lesquelles on faisait fondre la graisse des éléphants de mer pour la transformer en huile avant de la transporter dans des bidons qu'on voit en premier plan pour la ramener. Et l'autre prédateur des éléphants de mer, c'est ce qu'on voit sur cette photo, c'est l'orque. Vous voyez dans la gueule de cet orque un jeune éléphant de mer qui vient d'être attrapé en bordure de plage. Pour attraper cet éléphant de mer, l'orque est venu s'échouer sur la plage. Alors, ces éléphants de mer, nous, on les étudie surtout lorsqu'ils vont dans l'océan. C'est ce qui nous intéresse. Viens voir Elisette. Comment? Viens voir ma chérie. Ah, pardon. Et pour ça, on va leur poser sur la tête, enfin, les différentes parties du corps, différents appareils qui nous permettent d'étudier leur comportement, mais aussi leur environnement, c'est-à-dire de mesurer les paramètres océanographiques. On a parlé tout à l'heure de la température, la salinité. Alors, pourquoi c'est important de s'intéresser à l'océan, notamment dans le contexte du réchauffement climatique? C'est simplement, il faut savoir que sur la planète qui se réchauffe, le gros réservoir de chaleur, où est-ce que la chaleur est accumulée? Eh bien, elle est accumulée dans les océans. C'est vraiment le gros réservoir de chaleur. Or, qu'est-ce qu'on mesure sur Terre pour suivre les conditions climatiques? On mesure souvent la température de l'air. Or, la température de l'air, c'est pratiquement rien. C'est moins de 1% de la quantité de chaleur stockée sur notre planète. Le gros du réservoir de chaleur, c'est l'océan. Or, jusqu'à maintenant, on ne savait pas observer, ou on observait très mal le contenu de chaleur des océans. Je ne vais pas rentrer dans le détail, et en particulier, on a du mal pour observer ce contenu de chaleur dans l'océan profond, dans les zones côtières et en bordure du continent et dans les milieux polaires. Parce que dans les milieux polaires, du fait de la présence de glace, de la banquise, on a beaucoup de mal à mesurer la température et la salinité de l'eau qui se trouve sous la glace. D'où l'idée d'équiper ces éléphants de mer avec des balises. Et ces balises, et donc on voit une femelle qui s'apprête à partir, qui va laisser son petit avec cette balise sur la tête. Et cette balise sur la tête, que je colle avec de l'araldite, une fois que l'animal est parti en mer, va nous permettre de mesurer des aspects comportementaux. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit là la profondeur de plongée en mètres. Donc là, vous savez qu'un éléphant de mer, il peut descendre jusqu'à 1500 mètres, c'est-à-dire 1,5 km sous la surface de l'eau. Et qu'il va plonger continuellement pendant des mois et des mois. Et quand je dis continuellement, si je zoome sur une journée de vie d'un éléphant de mer, voilà ce que fait cet éléphant de mer pendant une journée. Il va continuellement plonger, là, aux alentours de 500 mètres, remonter à la surface. Juste Christophe, ce graphe, il montre donc le trait indique à quelle profondeur va chaque plongée de l'éléphant de mer, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en haut, il y a le 0, c'est le niveau de surface. Et quand l'éléphant de mer plonge, les capteurs enregistrent jusqu'à combien de mètres il plonge. C'est bien ça. Exactement. Donc là, on voit que cet éléphant de mer, il est descendu à 500 mètres. Ici, il est descendu à 600 mètres. Mais chaque fois, il va remonter à la surface pour respirer, parce qu'il doit respirer. Hein. C'est un mammifère. Respect pour l'organisation. Et chaque plongée dure en moyenne une vingtaine de minutes. Et entre deux plongées, au maximum, l'éléphant de mer, il va passer 3 minutes à la surface pour respirer avant de plonger à nouveau. Donc, c'est vraiment des apnéistes remarquables. Parce qu'ils n'ont pas de bouteille. Et donc, ces balises, c'est des vrais micro-ordinateurs qui vont mesurer la profondeur à laquelle va l'animal, qui vont mesurer la température de l'eau, la salinité, c'est-à-dire la quantité de sel par litre d'eau, qui vont mesurer les concentrations en phytoplancton. Le phytoplancton, c'est les plantes marines qui vivent dans l'océan. Et puis aussi l'oxygène qu'on va retrouver dans l'eau. Parce que les poissons, pour vivre, ils ont besoin d'oxygène.
et ils vont extraire cet oxygène de l'eau grâce à leurs branchies. C'est bon. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et là, ce qu'on voit ici le long de ce trajet, c'est un éléphant de mer qui est parti de Kerguelen et qui a été en Antarctique, ici, avec la glace. Et là encore, on a la profondeur et la couleur, ça nous donne la température de l'eau. Donc, quand c'est rouge, c'est des eaux qui sont un peu plus chaudes. Alors là, c'est 5 degrés vers la surface. Entre la surface et 200 mètres de profondeur. Et puis, plus en profondeur, là, ça peut aller jusqu'à 1000 mètres. Et vous voyez que quand l'éléphant de mer va en Antarctique, ici, on a des eaux qui sont plus bleues, donc plus froides. Et ces eaux, elles peuvent faire jusqu'à moins 1,8 degrés. Alors, pourquoi moins 1,8 degrés? Parce qu'elles sont salées et que l'eau salée, elle gèle à des températures plus basses que l'eau douce. Et donc, grâce à ces éléphants. Si je peux me permettre, sur cette image qui est assez compliquée et qui montre bien l'apport des éléphants de mer. Donc, à droite, on a l'île de Kerguelen où a été équipé l'éléphant de mer. En jaune, on a le trajet qu'il a fait en surface et on voit qu'il va vers la gauche jusqu'au continent antarctique. Donc là, on est dans une vue assez particulière d'un point de vue géographique. Il a fait une boucle et puis donc on voit ce trait jaune qui revient vers l'île Kerguelen. Et les éléments de couleur, c'est les zones donc qu'il a explorées en profondeur et pour lesquelles les capteurs ont enregistré la température de l'eau. Donc, à chaque plongée, on voit qu'il part de la surface et donc il descend en profondeur en traversant des eaux de température différentes. Donc, effectivement, c'est au début, près de Kerguelen, en surface, il a des eaux qui sont de couleur rouge grâce au traitement qu'on a utilisé, mais donc des eaux plutôt chaudes. Il descend en profondeur, les eaux sont plus froides. Et quand il est près de l'Antarctique, là, on voit que même en surface, les eaux sont froides, très froides, puisque c'est la couleur bleue qui a été choisie pour moins 1,8 degré. Et qu'en profondeur, les eaux restent froides. C'est donc les apports que nous donnent les éléphants de mer sur en fait la tranche d'eau en allant vers la profondeur. Voilà. Et merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précisions. Et ce qu'on voit, c'est que là, quand les animaux arrivent en Antarctique en été, les eaux qui sont à la surface sont un peu plus chaudes. Et quand l'hiver d'après, quand les animaux reviennent à Kerguelen, ces eaux qui étaient à la surface se sont refroidies parce que c'est l'hiver et que les vents sont plus froids. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce que font les éléphants de mer. Alors, ce qui est incroyable, alors on va passer juste une carte. Désolée. Une carte, c'est où on a parlé des hauteurs des vagues. Et on a dit, si vous vous rappelez, qu'en Antarctique, les vagues pouvaient mesurer jusqu'à 18 mètres. Et grâce aux éléphants de mer, aujourd'hui, on peut mesurer les hauteurs des vagues. Alors, comment on fait ça? Déjà, on peut mesurer le vent, parce qu'on a, sur cet appareil, on a un micro. Et donc, grâce à ce micro, ici, on peut mesurer le vent. Alors, on ne va pas mesurer le vent à la surface quand l'animal y respire, mais en fait, le vent, il provoque des vagues, et ces vagues, elles vont provoquer du bruit. Et ce bruit, on va l'entendre au fond, à 200, 300, 400 mètres de profondeur. Et plus il y a des vagues, et plus ce bruit est puissant. Et puis, il y a un appareil qui, lorsque les éléphants de mer sont à la surface, c'est un accéléromètre qui va permettre de détecter les mouvements de l'éléphant de mer. Et quand il y a une vague qui arrive, l'éléphant de mer, il va être soulevé par la vague. Et puis quand elle est passée, il va redescendre. Et grâce à cet appareil, on va pouvoir mesurer combien de temps il est soulevé. Et à partir de ça, on va retrouver la hauteur des vagues. Donc même les éléphants de mer nous permettent de retrouver, de calculer ces informations aujourd'hui. Et de comparer ça à des mesures obtenues par satellite. Alors maintenant, je vais répondre plutôt à vos questions, parce que je ne sais pas si vous avez des questions. Alors moi, je ne vois plus le chat, mais si quelqu'un peut, je vais me... On a beaucoup de questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, on a un élève qui demande pourquoi les éléphants plongent-ils si profond?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, si j'avais eu un peu plus de temps, je vous aurais expliqué pourquoi et montré des images. C'est que les éléphants de mer, ils plongent profondément pour aller se nourrir, pour aller chercher les poissons dont ils s'alimentent. Et ces poissons, ils vivent profondément. Et donc, la stratégie qu'a développée l'éléphant de mer, c'est d'aller là où d'autres prédateurs ne vont pas, c'est-à-dire à des endroits, dans des couches profondes de l'océan. Et ils vont se nourrir de petits poissons qu'on appelle des poissons lanternes. Alors, on les appelle poissons lanternes parce qu'ils sont bioluminescents, c'est-à-dire qu'ils vont produire de la lumière. Et on a montré que les éléphants de mer, ils utilisent cette lumière pour trouver ces poissons au fond de l'océan. Merci. J'ai une autre question qui peut paraître anodine, mais je pense que vous aurez peut-être une réponse intéressante. Pourquoi ils ont un gros nez? Alors, pourquoi ils ont un gros nez? Alors, c'est surtout les mâles qui ont un gros nez, et surtout un gros nez au moment de la période de reproduction, parce que ce nez, il joue un rôle d'amplificateur, de caisse de résonance par rapport au son qu'ils produisent, notamment lorsqu'ils se jaugent, lorsqu'ils s'évaluent. Je vous ai dit qu'avant de combattre, deux mâles qui ne se connaissent pas, pour savoir qui est le plus gros, le plus costaud, avant de commencer à se taper dessus, ils vont produire des sons. Et plus on est gros, plus on va produire des sons graves. Et le nez, il va amplifier ces sons. Et donc, si un petit éléphant de mer entend un gros éléphant de mer avec des sons très graves, il ne va pas aller au combat. Il va faire demi-tour et il va s'en aller. Par contre, si deux mâles ont des sons de la même puissance, de la même intensité, à ce moment-là, ils vont s'approcher, se lever l'un face à l'autre, voir s'il n'y en a pas un qui est vraiment beaucoup plus grand que l'autre. Et si ce n'est pas le cas, ils vont rentrer dans la phase de combat. Alors, par contre, un éléphant de mer qui est dans l'eau, lorsqu'il plonge, le nez il est complètement replié. Il est complètement réduit. Il n'a plus, plus ce gros nez. Et justement, par rapport au combat pour le mâle dominant, on se demandait si c'était un combat à mort. Ce n'est pas un combat à mort. La plupart des combats, en fait, ne vont pas très loin. C'est-à-dire qu'on se jauge, peut-être on se donne deux, trois coups de dent, et puis celui qui se sent le plus faible va vite partir. Alors, c'est souvent ceux qui partent rapidement, c'est des jeunes mâles inexpérimentés. Là où ça peut changer, c'est lorsque vous avez un mâle dominant qui a l'habitude de se reproduire, qui va combattre un autre gros mâle qui, lui, veut accéder à la reproduction pour la première fois. Et si le mâle dominant perd, alors déjà, il ne veut pas perdre son harem, donc là, on va avoir des combats qui vont durer assez longtemps, 10-20 minutes. Et s'il perd son harem, alors généralement, il ne meurt pas directement du combat. Par contre, on s'est rendu compte qu'il allait rapidement mourir dans les mois qui suivent la perte de son harem. C'est un peu comme s'il était déprimé d'avoir perdu son harem, et il va plus ou moins se laisser mourir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mâle éléphant de mer, il va se reproduire au maximum pendant 2 à 3 saisons de reproduction. Il commence à se reproduire vers l'âge de 11 ans, et vers l'âge de 14-15 ans, tous les mâles sont morts. Donc, c'est épuisant, la vie d'un mâle éléphant de mer. Oui, moi, j'en ai vu passer des questions. Damien, tu veux que je relaie? Vas-y. Est-ce qu'on a aussi des combats dans la mer? Alors, a priori, non, parce que les combats, ça a vraiment lieu en période de reproduction, donc à terre. Alors, on peut avoir des combats en bordure de plage, mais a priori, il n'y a pas de combat en mer, puisque ils sont en mer pour s'alimenter, pas pour se reproduire. Une dernière question, Nathalie? Il y en a beaucoup. Je pense que du coup, on pourra les relayer à Christophe, les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Moi, j'en ai une qui est, effectivement, on a vu une photo où tu poses une balise sur un éléphant de mer. Est-ce qu'il était endormi? Parce que c'était un mastodonte. Alors,
pour travailler sur les éléphants de mer adultes, en effet, on va les endormir. Ça serait trop dangereux de les manipuler sans qu'ils soient endormis. Et donc, pour ça, on va les anesthésier en leur faisant une piqûre et on va leur injecter un produit anesthésiant. Et c'est qu'une fois qu'ils sont immobilisés qu'on va leur coller les balises avec de la colle araldite. Alors, je vois qu'il y a une question, c'est comment les éléphants de mer résistent au froid. Alors, ce n'est pas la peau des éléphants de mer qui va les protéger du froid, c'est la graisse qu'on va trouver sous la peau des éléphants de mer. Et c'est pour ça que ces éléphants de mer étaient chassés par les phoquiers. C'était pour récupérer ces 10 cm de graisse qu'on va trouver sous la peau et qui sert à les isoler du froid. Et en fait, souvent, le problème d'un éléphant de mer, quand il est très gras, ce n'est pas le froid, mais c'est d'avoir trop chaud. Parce qu'ils sont tellement bien isolés que le risque, c'est vraiment d'avoir trop chaud. Alors, sont-ils en voie d'extinction? Non, ils ne sont pas en voie d'extinction. C'est une espèce qui se porte bien. À Kerguelen, il y a une population de 300 000 éléphants de mer. Et si on fait la somme de la totalité des populations d'éléphants de mer qu'on trouve dans l'océan austral, on s'approche d'à peu près 1 million d'individus. Alors, ce n'est pas grand-chose par rapport à la taille des populations humaines, mais c'est quand même largement suffisant pour considérer que cette espèce ne soit pas en danger. Alors, il y a une autre question. Sont-ils gênés par les balises? Alors, peut-être que ces balises les gênent un peu. Par contre, nous, on s'est posé la question de savoir, en effet, si ça les gênait. Et pour savoir si ça les gênait vraiment, qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé des éléphants de mer qui étaient équipés de balises avec des éléphants de mer qui n'étaient pas équipés de balises. Et on a essayé de voir s'ils pêchaient aussi bien, s'ils produisaient des petits qui avaient le même poids et s'ils survivaient aussi bien que des animaux non équipés. Et pour tous ces éléments, on a montré, on n'a pas été capable de détecter un effet de la balise. Ça veut dire que les éléphants de mer, ils sont capables de compenser pour ce petit handicap qu'on leur rajoute pour étudier leur comportement et étudier aussi leur environnement. Deux petites dernières questions. Est-ce qu'ils pêchent en groupe? Est-ce qu'ils sont donc en bande, on va dire? Est-ce qu'ils se battent? Est-ce qu'il y a des combats en mer? Alors, les combats en mer, je crois qu'on a répondu. Par contre, est-ce qu'ils pêchent en groupe dans l'océan? Alors, on ne le sait pas, mais on ne le croit pas. Parce que, vous vous rappelez, j'ai dit qu'on avait mis un micro sur la tête des éléphants de mer. Et donc, ce micro, il nous permet d'enregistrer beaucoup de choses et il nous permettrait de détecter la proximité d'éléphants de mer qui, par exemple, interagiraient entre eux lorsqu'ils sont à la surface en train de respirer. Non, on pense vraiment que les éléphants de mer, une fois qu'ils sont dans l'océan, mènent une vie solitaire. Par contre, il est probable que dans certaines régions de l'océan austral, où il y a des régions où il y a beaucoup de nourriture, plusieurs centaines d'éléphants de mer vont se trouver dans la même région. Mais chacun va mener sa vie et pêcher indépendamment de l'autre. Alors, connaît-on... Merci. Vas-y. Alors, connaît-on approximativement l'âge maximal d'un éléphant de mer? Alors, on le connaît précisément. Alors, comment on fait ça? Soit en marquant des jeunes éléphants de mer avec des bagues en plastique au moment de la naissance. Et donc, pour les mâles, je vous ai dit que l'âge maximal, c'est 14-15 ans. Pour les femelles, c'est un peu plus, c'est 18 à 20 ans. Alors, ce qui peut sembler paradoxal, c'est que c'est le plus gros des phoques, mais c'est le phoque qui vit le moins longtemps. Et ça nous pose des questions. Et on pense qu'ils vivent moins longtemps parce que c'est la conséquence de leur mode de vie et de ces plongées profondes et continues
Et donc, ce qui les soumet à un stress très important et surtout à un niveau, ce qu'on appelle de l'hypoxie. Alors, l'hypoxie, c'est quoi? C'est le manque d'oxygène, et notamment le manque d'oxygène au niveau du cerveau qui provoquerait un vieillissement accéléré. Alors, on n'en sait rien, mais ça, c'est des questions sur lesquelles on travaille actuellement pour essayer de comprendre pourquoi ces éléphants de mer ne vivent pas plus longtemps. Un bon confinement et puis à bientôt. Et je serai content de pouvoir vous raconter à nouveau, si vous le souhaitez, les travaux qu'on fait sur les éléphants de mer, notamment plus la biologie, justement, comment on utilise la bioluminescence, comment on utilise ces animaux pour mesurer les quantités de poissons dans l'océan. Enfin, on fait beaucoup de choses grâce à ces éléphants de mer.